Le 8 mai 1945, tandis qu'à Berlin les officiers allemands signaient leur reddition finale et que les derniers soldats laissaient leurs armes sur le sol, les chefs soviétiques célébrèrent la fin d'une guerre qui avait laissé des millions de morts. Les troupes étaient déjà entrées dans la capitale ennemie, les bâtiments étaient réduits en poussière et à Moscou, on préparait les défilés, les discours et les médailles. Le coup avait été sauvage, des villes effacées de la carte, des familles brisées, des gens disparus sans trace. Mais ceux qui étaient au pouvoir étaient toujours là, en uniforme propre et avec un visage de héros. Ils ne s'étaient pas salis sur le front, mais leurs noms figuraient dans chaque ordre, chaque répression et chaque exécution. Avec le temps, plusieurs sont tombés. Certains écartés du pouvoir, d'autres sont morts tranquillement chez eux ou ont fini enterrés comme si de rien n'était, mais tous ont laissé quelque chose en plus. Des enfants, des épouses, des petits-enfants. Certains ont essayé de refaire leur vie loin de tout cela. D'autres n'ont jamais pu se détacher du poids de ce nom. Et qu'est-il arrivé d'eux, de ceux qui ont grandi portant tout cela sans avoir eu rien à voir? Là qui n'a pas lâché le nom. Irina était assise au fond de la salle, sans bouger, le visage ferme et le regard fixe, tandis que les gens entraient en file, la tête baissée, comme si tous savaient qu'ils n'étaient pas seulement face au cercueil d'un ancien président, mais en face de la dernière personne de sa famille qui restait debout. Il n'y avait pas de défilé, ni d'hymne, ni d'honneur d'État comme on en avait accordé à d'autres. Il y avait une salle sobre, un cercueil fermé, quelques caméras discrètes, et elle, seule, sans pleurs ni gestes excessifs, comme si elle avait déjà vécu cela 1000 fois, bien que ce fût la première. Depuis qu'elle avait de la mémoire, Irina Mijailovna Virganskaya savait que son nom était un fardeau. Pas parce qu'on le lui disait, mais parce qu'on le ressentait dans les silences, dans les regards, dans les pas mesurés des gens autour d'elle. Elle était la fille de l'homme qui avait fini par démonter de l'intérieur le système qui l'avait élevée. Et cela, dans l'Union soviétique, n'était rien de simple. Son enfance fut austère, sans luxe ostentatoire, avec une mère cultivée, stricte dans les moindres détails, et un père qui vivait plus entre les réunions qu'à la maison. Lorsque les mots « perestroïka » et « glasnost » devinrent des termes mondiaux, elle était déjà médecin, travaillait dans les hôpitaux de Moscou et faisait ce qu'elle pouvait pour maintenir sa routine, jusqu'à ce que cette routine devienne impossible. Ils ont commencé à la suivre, à lui prendre des photos, à lui poser des questions auxquelles elle ne voulait pas répondre. On la montrait comme la fille exemplaire du nouveau socialisme, le visage familial du changement. Mais elle n'a jamais cherché les caméras ni voulu des interviews. Elle allait où on l'obligeait, marchait quelques pas derrière sa mère ou son père, et restait là, sans parler, comme si elle n'était pas là. Lorsque le drapeau rouge est descendu du Kremlin et que le système s'est totalement effondré, Irina n'a pas fui. Elle n'est pas partie dans un autre pays. Elle n'a pas utilisé ses contacts pour se caser. Elle est restée à Moscou, dans un appartement ordinaire, avec son mari, Anatoly Virgansky, un scientifique qui n'a jamais voulu savoir quoi que ce soit de la vie publique, et ses enfants, élevés loin des projecteurs, sans les pousser vers la politique ni les médias. Le plus vieux, Anatoly Jr., s'est lancé dans les affaires, mais sans fanfaronner, sans mettre en avant le nom de famille. Irina, quant à elle, évitait d'être au centre de quoi que ce soit. Elle restait ferme, discrète, comme si elle effaçait délibérément sa présence de chaque scène. Tout a changé avec la mort de Raïssa, sa mère, en 1999. L'équilibre familial s'est effondré. Gorbatchev est devenu perdu, sans direction, et bien qu'il continuât à participer à des événements, voyager, donner des conférences, il n'était plus le même. C'est alors qu'Irina a pris la barre. Elle a laissé la médecine, a pris en charge la routine quotidienne, a réorganisé la fondation Gorbatchev et, sans que personne ne le lui demande, a commencé à parler en son nom, à répondre à sa place, à prendre soin de lui. Le bureau était son quotidien. Elle arrivait tôt, passait en revue les lettres, ordonnait les documents, autorisait les publications et assistait à chaque réunion où il fallait que le nom de famille soit présent. L'endroit n'avait pas de luxe, mais il était rempli de papiers parlant d'histoire, discours, traités, photos, lettres. Alors que d'autres enfants de dirigeants vieillissants utilisaient leur nom pour rechercher des privilèges ou des postes, elle passait son temps à classer des papiers. Et à mesure que Gorbatchev devenait de plus en plus faible, avec des douleurs, des problèmes de vision,
avec la voix qui s'éteignait peu à peu, c'était Irina qui parlait, celle qui répondait, celle qui l'accompagnait à chaque événement, sans chercher les applaudissements, sans demander de reconnaissance. Elle le faisait parce qu'il fallait le faire. Pendant 2 décennies, il n'y a eu ni scandale, ni polémique, ni alliances étranges. Irina est restée loin des projecteurs. Elle parlait seulement quand il fallait sortir pour corriger des mensonges ou défendre son père contre les campagnes qui le rendaient responsable de tout ce qui s'était passé après la chute du système. Lorsque la guerre a commencé en Ukraine, en 2022, c'est elle qui a dit que son père ne pouvait pas dormir, qu'il ne parlait pas, qu'il regardait les nouvelles comme si on lui avait détruit tout ce qu'il avait essayé de construire. Ce fut l'une de ses dernières apparitions. Puis vint le silence. Aujourd'hui, Irina vit toujours à Moscou. Elle passe ses journées entre des papiers anciens, des dossiers avec des documents, des livres signés et des discours imprimés. Elle reçoit des historiens qui veulent voir les archives, gère les invitations, révise les publications. Elle n'a pas de réseaux sociaux, elle n'apparaît pas à la télévision, elle ne donne pas son avis sur Poutine, ni sur la direction du pays. Elle marche dans les couloirs sans faire de bruit, répond par de courtes phrases, évite qu'on la voie comme la protagoniste de quoi que ce soit. Elle n'a jamais vendu d'exclusivité, n'a pas ouvert d'affaires avec le nom de famille, ne s'est pas lancée en politique. Elle s'est limitée à garder, à protéger, à soutenir. Ceux qui travaillent avec elle disent qu'elle connaît par cœur chaque recoin de la fondation, qu'elle sait quelle lettre manque, quelle visite a été la plus importante, quel document ne doit pas être touché. Elle vérifie chaque prêt, chaque exposition, chaque archive, et quand on lui demande si tout cet effort a un sens, elle répond calmement, sans dramatiser. Elle dit que le nom de famille pèse, mais pas comme une punition, plutôt comme une partie de quelque chose qu'on ne peut pas laisser tomber. Comme une promesse que sa mère lui avait fait répéter lorsqu'elle savait qu'elle allait mourir, « Ne le laisse pas seul ». Et elle ne l'a pas laissé. Svetlana, la femme qui a échappé au nom le plus craint du siècle. Svetlana franchit l'entrée de l'ambassade des États-Unis à New Delhi comme si elle avait pris cette décision depuis des années. C'était en mars 1967. Elle portait un manteau clair, un petit sac à main et aucun document sur elle. Mais elle savait exactement ce qu'elle allait faire, déserter. Elle ne l'avait dit à personne. Elle n'avait ni complice, ni passeport, ni garantie. Juste un nom que les diplomates ne savaient pas comment gérer. C'était Svetlana, la fille de Staline, et elle avait décidé qu'elle ne retournerait jamais en URSS. Elle était née en 1926, au cœur du pouvoir soviétique, entourée de gardes, de conseillers, de couloirs silencieux et d'un père qui ne riait jamais. Dès son enfance, elle apprit à se taire, à lire les regards des adultes et à disparaître des pièces lorsque Staline élevait la voix. Sa mère, Nadejda, se suicida lorsqu'elle avait 6 ans. C'était pendant un dîner officiel. Personne ne lui expliqua rien. Après cela, le nom de sa mère fut interdit. Personne ne le mentionnait, ni à la maison, ni au comité central. Elle grandit dans une maison plus proche d'une caserne que d'un foyer. Il y avait des serviteurs, des tuteurs, des gardiens, mais il n'y avait pas de liberté. Tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle faisait, était surveillé. Son père l'appelait de temps en temps pour lui donner des ordres secs et vérifier l'exécution de ses tâches. Il n'y eut jamais de manifestation d'affection, ni d'explication, ni de question. Lorsque ses oncles et connaissances disparaissaient du jour au lendemain, elle comprenait ce que cela signifiait. Ils étaient morts, emprisonnés ou en Sibérie. Personne ne le disait, mais elle le savait. Tandis que Staline dirigeait la terreur depuis le Kremlin, Svetlana vivait parmi des luxes surveillés. Elle mangeait bien, portait des vêtements spéciaux, allait dans de bonnes écoles. Mais elle vivait aussi dans la peur. Chaque fois que quelqu'un manquait, elle savait qu'on l'avait effacé de la carte. Elle apprit à simuler la tranquillité, à feindre la normalité même si, intérieurement, elle sentait que tout s'effondrait. Elle écrivait des journaux qu'elle brûlait ensuite de peur que quelqu'un les découvre. Lorsque Staline mourut en 1953, le pouvoir disparut du jour au lendemain. Svetlana se retrouva seule, sans escorte, sans importance, avec un nom qui ne protégeait plus mais qui pesait comme une condamnation. Elle tenta une vie normale, étudia la littérature, travailla comme traductrice, se maria plusieurs fois et eut 3 enfants. L'un d'eux fut envoyé dans une école militaire sans qu'on lui demande son avis. Un autre grandit distant.
La plus jeune naquit de nombreuses années plus tard. Elle tenta plusieurs fois de quitter le pays, mais l'État lui refusait systématiquement l'autorisation. Jusqu'en 1966, lorsqu'elle partit en Inde avec une délégation officielle. Là, elle trouva l'opportunité. Un jour comme un autre, seule, sans avertissement préalable, elle entra à l'ambassade des États-Unis et demanda l'asile. Les diplomates ne savaient pas si c'était un piège ou un problème, mais ils l'écoutèrent. Moins de 24 heures plus tard, elle était en route pour Rome, puis pour la Suisse, et peu de temps après, elle arriva aux États-Unis. Lorsqu'elle arriva à New York, les médias explosèrent. C'était la fille de Staline, devenue dissidente. Elle parlait couramment anglais, n'avait pas d'argent et avait laissé ses enfants à Moscou. Pendant un temps, elle fut protégée par des agents fédéraux. Puis la presse commença à l'étouffer. Elle publia un livre, 20 lettres à un ami, où elle racontait pour la première fois la vie à l'intérieur du Kremlin, le suicide de sa mère, la peur quotidienne, la solitude. Elle connut un moment de célébrité. Mais la célébrité s'estompa. Elle finit dans de petites villes, changeant de domicile, avec des emplois irréguliers. Elle se remaria, eut une fille et déménagea à nouveau. Dans les années 80, elle visita brièvement l'URSS, mais se rendit compte qu'elle n'appartenait plus à aucun endroit. Dans un pays, elle était la fille du dictateur. Dans l'autre, la traîtresse. Nulle part elle n'était la bienvenue. Ces dernières années, elle les passa dans le Wisconsin, dans une maison modeste avec sa fille cadette. Elle n'avait pas de biens, pas de visites, ni de contact avec ses enfants aînés. Sa vie fut une succession de déplacements, de silences et de routines fragiles. Elle disait que tout ce qu'elle touchait se brisait. Elle n'avait ni patrie, ni héritage, ni certitude. Seulement des papiers éparpillés, des lettres gardées et des boîtes de souvenirs qu'elle traînait d'une maison à l'autre. Elle mourut en novembre 2011, dans un hôpital public. Elle avait 85 ans. Il n'y eut ni hommage, ni cérémonie d'État, ni communiqué. Elle fut incinérée sans public. Ses restes ne revinrent jamais en Russie. Personne ne parla pour elle. Son nom, qui pendant des années signifiait pouvoir et peur, se retrouva réduit à une brève ligne dans les journaux. Décède aux États-Unis la fille de Staline. Molotov, le bureaucrate qui n'a jamais lâché son poste. Molotov continuait à se lever à la même heure, même après avoir dépassé les 80 ans, comme si les horaires du comité central ne s'étaient jamais effacés de son horloge interne. Et la première chose qu'il faisait, avant de parler à qui que ce soit ou de consulter les lettres, était de s'habiller comme il l'avait fait toute sa vie. Chemise fermée, veste, cravate serrée et expression fixe, comme s'il devait encore entrer dans une salle de réunion pour discuter de l'avenir du pays. Il n'occupait plus aucun poste depuis plus de 20 ans. Il n'avait ni assistant, ni secrétaire, ni escorte, ni personne qui l'attendait devant chez lui. Mais il continuait à se comporter comme si le politburo fonctionnait toujours et qu'il devait tout enregistrer. Il vivait dans un appartement modeste à Moscou, sans décoration, sans visite, avec son épouse Paulina, celle-là même qui avait été purgée avec lui, et qui savait parfaitement qu'il n'y avait plus de possibilité de recommencer, mais qui, tout de même, s'asseyait dans la cuisine pour lire de vieux rapports comme si cela comptait encore pour quelque chose. Il l'avait expulsé du parti en 1962 pour s'être opposé aux réformes de Khrouchtchev, sans scandale public ni gros titres bruyants, mais avec la clarté d'une sentence définitive. Du jour au lendemain, il cessa d'être l'homme qui avait négocié avec Hitler et Roosevelt pour devenir un retraité sans tribune, sans auditoire et sans histoire officielle. Personne ne le cherchait, personne ne le convoquait, et si quelqu'un le reconnaissait dans la rue, il le saluait à peine d'un geste bref, par respect ou par habitude. Il ne se plaignait pas. Il sortait se promener à des heures qui ne coïncidèrent pas avec celles des bureaux du gouvernement, marchait par des rues secondaires, avec des documents pliés dans la poche, comme s'il attendait encore que quelqu'un lui demande le dernier rapport. Parfois, un voisin le saluait. Il répondait d'un mouvement sec de la tête et continuait son chemin, sans montrer de mécontentement ni de gratitude. Pendant des années, le seul à franchir cette barrière fut le journaliste Félix Chouev, qui le visitait régulièrement et s'asseyait en face de lui pendant des heures avec le dictaphone allumé, pendant que Molotov parlait comme si le temps n'était pas passé, comme si la guerre froide était toujours active et que le parti pouvait encore le récupérer. Il se souvenait de chiffres, de phrases exactes de réunions, de détails de traités, de noms que plus personne n'utilisait. Il ne montrait aucun doute. Il n'admettait aucune erreur.
Il ne corrigeait pas une seule ligne de ce qu'il avait défendu pendant le régime de Staline. Il justifiait les purges avec le même ton que d'autres parlèrent des budgets. Il mentionnait les morts comme des éléments nécessaires, des comptes dans une stratégie. Et chaque fois que Tchouev tentait de poser une question inconfortable, il continuait simplement sur un autre sujet, un autre souvenir, un autre bilan. Il ne perdait jamais le fil. Dans les années 70 et 80, quand de nombreux anciens dirigeants s'étaient déjà retirés dans l'ombre ou avaient tenté de changer de discours, Molotov insistait sur le fait que son expulsion avait été une erreur passagère. Il écrivait des lettres au comité central, demandait des réunions, envoyait des documents avec des corrections idéologiques, défendait le marxisme-léninisme comme s'il pouvait encore influencer quoi que ce soit. Il écrivit même un essai complet, que personne ne lut, sur les fondements doctrinaux de la politique étrangère soviétique. Il vivait avec Paulina dans des conditions modestes, avec une pension de l'État, une bibliothèque personnelle, une télévision à laquelle il prêtait à peine attention, et des conversations qui étaient plus des reconstructions du passé que des échanges réels sur le présent. Il parlait de la Chine, de l'Afrique, des partis communistes du monde, comme s'il recevait toujours les mêmes bulletins que ceux qui arrivaient autrefois avec des cachets officiels. Personne ne leur répondait, mais il continuait à parler. Lorsque Gorbatchev commença à monter dans le parti, Molotov crut qu'enfin, ils allaient le réhabiliter. Il envoya plus de lettres, insista avec de nouveaux arguments, demanda qu'on lui rende sa carte de membre. Il ne demandait pas un poste, ni de visibilité. Il demandait à exister à nouveau au sein du parti. Il disait qu'il avait été loyal, qu'il ne s'était jamais écarté, qu'il n'avait jamais trahi les principes. Pour beaucoup, il était un vestige du passé, une pièce qui n'avait plus sa place dans aucune structure, mais lui se voyait comme un soldat discipliné qui attendait toujours le bon ordre. En 1984, on le réadmit, sans cérémonie, sans communiqué de presse, sans discours. C'était une décision administrative, une façon de lui fermer la porte avec élégance. Cela lui suffisait. Il ne posa aucune question, ne remercia pas. Il rangea simplement la nouvelle carte dans le tiroir de son bureau et se remit à son travail. Un an plus tard, sa santé commença à se détériorer. Il continuait à recevoir Tchouev, à parler comme toujours, mais avec des pauses plus longues, moins de force, des silences qui n'étaient pas là auparavant. Sa mémoire répondait, mais son corps ne suivait plus. Il mourut en 1986, à Moscou, à l'âge de 96 ans. Il n'y eut pas de funérailles d'État, pas de discours, pas de file de citoyens ni de fleurs du Kremlin. On l'enterra à Novodevitchi, aux côtés d'autres grands noms, mais sans inscription qui le désigne pour ce qu'il avait été. Sa tombe porte son nom, son titre et rien d'autre. Elle ne dit pas qu'il a signé des pactes avec Hitler. Elle ne dit pas qu'il a avalisé des exécutions massives. Elle ne dit pas qu'il a été l'une des pièces centrales de l'appareil soviétique le plus dur. Elle ne dit pas non plus que, jusqu'au dernier jour, il a agi comme si tout cela en valait la peine, parce qu'il n'a jamais cessé d'écrire des rapports, de corriger des discours, de parler du parti comme s'il était toujours vivant. Il n'a jamais présenté d'excuses, il n'a jamais changé d'avis, il n'a jamais reconnu que le temps l'avait déjà laissé derrière lui. Les restes de l'Empire Brejnev, décadence sans héritage. À 8h30 du matin, le garde du corps frappa à la porte comme tous les jours, attendit quelques secondes sans obtenir de réponse et tourna la poignée sans se présenter, avec la même routine de toujours, mais une inquiétude qu'il ne pouvait plus dissimuler. Brejnev était allongé sur le dos, immobile, les lèvres violettes et les yeux à peine ouverts. Ils tentèrent d'utiliser le défibrillateur portable, mais l'appareil échoua dès le premier essai, et lorsque les médecins arrivèrent à la datcha, il n'y avait plus rien à faire. À 9h30, les câbles officiels confirmèrent la nouvelle. Le secrétaire général était mort. Il n'y eut pas de dramatisation dans le communiqué. Aucun détail ne fut donné. Simplement une phrase courte annonçant au monde que le leader de l'Union soviétique venait de quitter son poste pour la dernière fois. Pendant ces dernières années, le corps de Brejnev était devenu une machine qui répondait à peine. Il marchait lentement, traînant les pieds sur le tapis et avec les bras soutenus par des assistants qui l'aidaient à ne pas s'effondrer en public. Sa langue était enflée, ses paupières tombantes, sa mâchoire rigide, et sa respiration demandait de plus en plus d'efforts. Il parlait d'une voix basse, avec des phrases maladroites que personne ne corrigeait, et signait des documents rédigés par d'autres. Malgré cela, il continuait à apparaître à tous les événements officiels,
vêtue de costumes lourds, maquillée pendant des heures, avec les sourcils fixés en place et le visage recouvert de couches de poudre pour tenter de dissimuler la décomposition visible. Au Kremlin, tout le monde savait qu'il ne prenait plus de décision, mais personne n'osait le retirer de son poste. Il fallait maintenir l'équilibre jusqu'au dernier jour. Dans son entourage, tout se délitait aussi. Galina, sa fille, avait disparu des réunions familiales depuis longtemps. Les rapports de sécurité détaillaient des arrestations pour des scandales dans des hôtels, des relations avec des bijoutiers illégaux et des ivresses qui se terminaient dans des cliniques psychiatriques. Elle s'était disputée avec la moitié du comité central et s'était attiré le rejet de nombreux ceux qui la respectaient auparavant uniquement à cause de son nom. Elle s'enfermait dans son appartement pendant des semaines, sans voir personne, sans répondre aux appels. Son fils Yuri, quant à lui, gardait profil bas. Il travailla au ministère du Commerce extérieur, sans se faire remarquer, sans faire de bruit. Après la mort de son père, il tenta de s'éloigner des projecteurs, mais n'y parvint pas totalement. Dans les années 80, il apparut dans des enquêtes sur la corruption, bien qu'il n'ait jamais été poursuivi. Il finit en Suisse, sans poste, sans fortune et sans envie de se battre pour un héritage qui ne servait plus à rien. L'épouse, Victoria, passa les années suivantes comme si elle était surveillée par un cercle invisible. Le comité central lui retira ses avantages, lui interdit de parler à la presse et plaça une surveillance dans sa rue. Parfois, on lui permettait de visiter la tombe de son mari au Kremlin, mais toujours escortée. Elle gardait chez elle une boîte avec les médailles de Léonide, convaincue que c'était tout ce qui lui restait. Les décorations les plus visibles avaient été retirées et renvoyées à l'État. L'image de son mari commençait à disparaître des livres, des manuels scolaires, des murs des bâtiments officiels. Sa figure passait, petit à petit, à faire partie du passé gênant que personne ne voulait se rappeler. Lors des funérailles, le corps fut exposé avec un maquillage épais, des fleurs disposées au millimètre et une mise en scène qui ne disait rien. Les chefs du parti l'entouraient en silence, avec des visages neutres et les mains croisées. Il n'y eut pas de pleurs. Il n'y eut aucune émotion visible. Andropov prit la parole avec un discours froid, écrit par quelqu'un d'autre, lu avec la précision de quelqu'un qui sait que l'objectif n'est pas d'honorer, mais d'assurer la continuité. Personne ne mentionna la dégradation, les mois de confusion, les silences, les oublis. Personne ne parla de la décadence. On l'enterra comme un général, avec des honneurs automatiques, parce que ce qui comptait, c'était que le système ne se brise pas avant l'heure. Après sa mort, la figure de Breinev perdit tout éclat. Ce qui avait été, pendant des années, le symbole de la stabilité se transforma en caricature. Dans les programmes télévisés commencèrent à circuler des imitations le montrant endormi, bafouillant des discours, répétant des phrases dénuées de sens. Les humoristes l'utilisaient comme image du statu quo. Son nom disparut des rues, des écoles et des statues. Même la ville qui avait été rebaptisée en son honneur retrouva son nom d'origine. Son visage, qui décorait autrefois billets et affiches, fut déplacé au fond d'un musée sans étiquette. Plus personne ne parlait de lui à haute voix, seulement comme exemple de ce qu'il ne fallait plus jamais permettre. Galina termina ses jours entre internements, hôpitaux, cliniques psychiatriques et visites sporadiques de bureaucrates qui, plus que de la consoler, la contrôlaient. Elle mourut sans être mentionnée dans les journaux, sans fleurs officielles, sans distinction. Yuri continua à vivre à l'étranger, sans interview, sans scandale, sans passé visible. Victoria, la veuve, vécut un peu plus longtemps, enfermée entre des portraits anciens, avec la télévision allumée toute la journée et sans recevoir d'invitation à aucun acte officiel. Pour l'histoire du pays, la famille Breinev fut réduite à une note secondaire, à une mention brève, à une légende dans les manuels. Pendant plus d'une décennie, Léonid Breinev avait été le visage du pouvoir soviétique. Il apparaissait dans les usines, dans les mines, lors des défilés, dans les foires agricoles. Il portait tellement de médailles sur la poitrine qu'il était difficile de les compter. Il lisait des discours interminables que peu se rappelaient, signait des décrets rédigés par d'autres, souriait difficilement devant chaque caméra. Mais à la fin de sa carrière, il ne restait presque plus rien de cela. Il ne restait qu'un corps en ruine, une fille instable, un fils sans direction et une épouse ignorée. Lorsque les médecins le sortirent de la datcha ce matin-là, il n'y eut aucune cérémonie, aucun protocole, juste une instruction sèche, le ramener au Kremlin. Ainsi se clôturait le cycle, sans mots, sans héritage, sans héritage. Nina Khrouchtchova,
la petite fille qui a préféré enseigner plutôt que de donner des discours. Nina pousse la porte de son bureau avec la même assurance qu'elle a depuis des années, se déplaçant dans les couloirs de The New School, une université privée de New York, où elle enseigne la politique internationale sans élever la voix ni chercher l'attention. Les étudiants la respectent pour son travail, sa façon claire d'expliquer les conflits mondiaux et pour sa rigueur avec les sources. Certains ont déjà entendu son nom et se demandent si cela a un lien avec ce leader soviétique du siècle dernier, mais peu osent poser la question. Lorsqu'un étudiant le fait, elle répond sans détour « Oui, je suis la petite fille de Nikita Khrouchtchev ». Son grand-père fut l'un des noms les plus imposants du siècle soviétique. Il gouverna après Staline, dénonça les crimes du régime, ouvrit les camps, réduisit les tensions avec l'Occident et se retrouva au bord d'un conflit nucléaire à cause de la question des missiles à Cuba. Les journaux occidentaux le dépeignaient comme un homme impulsif, réputé pour frapper le sol avec sa chaussure à l'ONU, et chez lui on se souvenait de lui comme d'un grand-père qui parlait fort, semait du maïs et n'évitait pas les discussions. Il aimait manger chez lui, ne faisait pas confiance aux banquets officiels et avait une famille qui ne vivait pas dans le luxe. Parmi ses enfants se trouvait Yulia, la mère de Nina, qui resta toujours à l'écart des projecteurs, en dehors de la politique et des chroniques qui transformèrent le nom de Khrouchtchev en symbole à la fois de rupture et de réforme. Dès son jeune âge, Nina s'intéressa au langage, aux nuances entre les langues et à la manière dont la narration pouvait façonner l'image d'un pays. Elle étudia la littérature comparée, apprit plusieurs langues et obtint son doctorat à Princeton, après avoir passé une partie de son enfance à Moscou. À l'époque, porter ce nom ne lui ouvrait aucune porte. Au contraire, elle ne chercha ni bourse ni contact. Elle se contenta d'étudier, de travailler, de publier, et lorsqu'elle termina sa formation, elle choisit de rester aux États-Unis, d'enseigner et de construire son propre chemin, loin des étiquettes. Au début de sa carrière universitaire, elle prit des cours secondaires, écrivit des articles académiques sur la politique extérieure, analysera des discours officiels et commença à bâtir une carrière sans précipitation mais sans pause. Elle n'utilisa jamais son nom comme une réclame, ni comme un bouclier. Dans ses cours, elle se concentrait sur les données, les sources, les documents. Parfois, quelqu'un mentionnait Cuba ou Berlin et elle citait son grand-père comme une référence directe, mais sans nostalgie, sans le transformer en récit personnel. C'était une figure historique, pas un mythe familial. Au fil du temps, elle commença à publier des livres. Le premier fut une recherche sur la manière dont les médias américains représentaient la Russie après la guerre froide. Ensuite, elle écrivit des essais plus larges, analysant la figure de Poutine, les stratégies de propagande, les leaders autoritaires du XXIe siècle et la manière dont l'héritage soviétique continuait à influencer la politique internationale. Elle n'écrivait ni par ressentiment ni par activisme. Elle écrivait avec des archives en main, des interviews vérifiées, des documents classifiés, des discours annotés et comparés. Cela attira l'attention des médias internationaux. Elle fut invitée à des interviews, des tables rondes, des conférences dans des universités d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie. Elle acceptait volontiers, mais imposait toujours ses règles. Pas d'hommage, pas de biographie familiale, pas de transformation de l'histoire en spectacle. Dans son appartement de Manhattan, des livres sont éparpillés partout, des coupures de presse classées par date, des photos anciennes et un dossier contenant de la correspondance privée. Elle possède une image de son grand-père en noir et blanc, riant avec une épi de maïs dans la main pendant un voyage à la campagne, mais elle ne la suspend pas. Elle la garde avec d'autres photos familiales, sans cadre visible. Il n'y a pas de médaille, de buste, de symbole du Kremlin, ni de souvenirs officiels. Seulement des dossiers, des textes surlignés, des carnets de notes et une tasse avec la carte de l'Union soviétique qu'elle utilise parfois pour expliquer les frontières ou les migrations en classe. Ses étudiants la connaissent en tant que professeure, pas comme la petite fille de quelqu'un. Ils la respectent pour la façon dont elle déconstruit les discours, pour sa clarté, pour sa fermeté sans arrogance. Elle évite les réseaux sociaux, n'apparaît pas dans les programmes sensationnalistes et ne commente pas les questions russes avec provocation. Elle parle quand il le faut. Elle explique, elle documente, elle cite des dates, elle croise des sources. Elle croit dans les preuves, pas dans les étiquettes. Dans son temps libre, elle se promène dans le parc, lit dans des cafés, répond à des mails académiques et maintient une routine tranquille, sans avoir à justifier d'où elle vient ni où elle va. Parfois, elle reçoit des lettres en provenance de Russie,
Certaines proviennent de nostalgiques de l'époque Khrouchtchev, d'autres de personnes qui veulent mieux comprendre ce qui s'est passé pendant ces années-là. Elle les lit toutes. Certaines, elle y répond. En particulier celles qui proviennent de personnes âgées ayant vécu les changements de cette époque et qui souhaitent raconter leur version. Elle dit que ces récits comptent aussi. Elle n'a aucun poste, ne fait partie d'aucun parti, ne représente personne. Elle vit comme une citoyenne ordinaire, comme professeure, comme chercheuse. Elle n'a jamais demandé de faveur à l'État russe. Elle n'a jamais été invitée à des événements officiels, et elle n'en a jamais attendu. Aujourd'hui, son nom apparaît dans des articles, des essais, des conférences, mais pas comme descendante, comme autrice, comme analyste, comme professeur qui étudie comment les images des pays se construisent et comment le passé se glisse dans chaque discours du présent. Sur son bureau, à côté de son ordinateur, il y a un carnet avec des dates, une pile de textes à corriger et un dossier avec des matériaux de cours. Parfois, pendant qu'elle donne une explication sur l'histoire soviétique, un étudiant lui demande si elle a déjà été au Kremlin. Elle sourit, fait une pause et répond que oui, c'était il y a longtemps. Puis elle reprend la classe comme si ce n'était rien. Alexander Burdonsky, le metteur en scène qui a effacé Staline de sa vie. Chaque matin, Alexander parcourait à pied le même trajet jusqu'au théâtre de l'armée russe, enveloppé dans son écharpe usée, avec son porte-documents sous le bras et cette expression sérieuse que ses collègues connaissaient depuis toujours. Il n'avait besoin d'aucune identification, ni de salut particulier. C'était le metteur en scène, celui à l'œil précis et au rythme exact, celui qui répétait une scène 10 fois si nécessaire, mais ne levait jamais la voix. Au théâtre, tout le monde savait que son vrai nom n'apparaissait nulle part. Il avait signé ses premiers papiers sous le nom d'Alexander Burdonsky, en utilisant le nom de sa mère, et depuis ce jour-là, il n'avait jamais dit à haute voix qu'il était né sous le nom d'Alexandre Vassilievitch Staline, fils du général Vassili Staline et petit-fils direct du leader qui avait gouverné d'une main de fer pendant un demi-siècle en URSS. À Moscou, entre collègues, personne ne parlait de cela. On le connaissait sous le nom de Sacha, celui qui refusait les interviews, qui ne se présentait jamais aux remises de prix, celui qui corrigeait à la main ce qui n'allait pas sur scène. Il était évident qu'il avait pris une décision très tôt, enterrer un nom que d'autres auraient utilisé comme un bouclier. Ce que pour beaucoup était un héritage, pour lui était un fardeau. Et il l'avait laissé derrière lui, comme on décide de couper un câble dangereux sans prévenir personne. Son enfance avait été un chaos contrôlé par le silence. Il grandit dans une maison où son père alternait entre cris, absence et affront. Après la mort de Joseph Staline, Vassili fut purgé, accusé, effacé de la scène publique, et avec lui, son fils fut emporté dans une vie de déménagement, de maison, où il ne restait jamais plus de quelques mois, de tuteurs qui allaient et venaient, et d'une belle-mère qui le battait lorsque personne ne regardait. Sa mère, Alexander Burdonsky, le metteur en scène qui a effacé Staline de sa vie. Chaque matin, Alexander parcourait à pied le même trajet jusqu'au théâtre de l'armée russe, enveloppé dans son écharpe usée, avec son porte-documents sous le bras et cette expression sérieuse que ses collègues connaissaient depuis toujours. Il n'avait besoin d'aucune identification, ni de salut particulier. C'était le metteur en scène, celui à l'œil précis et au rythme exact, celui qui répétait une scène 10 fois si nécessaire, mais ne levait jamais la voix. Au théâtre, tout le monde savait que son vrai nom n'apparaissait nulle part. Il avait signé ses premiers papiers sous le nom d'Alexander Burdonsky, en utilisant le nom de sa mère, et depuis ce jour-là, il n'avait jamais dit à haute voix qu'il était né sous le nom d'Alexandre Vassilievitch Staline, fils du général Vassili Staline et petit-fils direct du leader qui avait gouverné d'une main de fer pendant un demi-siècle en URSS. À Moscou, entre collègues, personne ne parlait de cela. On le connaissait sous le nom de Sacha, celui qui refusait les interviews, qui ne se présentait jamais aux remises de prix, celui qui corrigeait à la main ce qui n'allait pas sur scène. Il était évident qu'il avait pris une décision très tôt, enterrer un nom que d'autres auraient utilisé comme un bouclier. Ce que pour beaucoup était un héritage, pour lui était un fardeau. Et il l'avait laissé derrière lui, comme on décide de couper un câble dangereux sans prévenir personne. Son enfance avait été un chaos contrôlé par le silence. Il grandit dans une maison où son père alternait entre cris, absence et affront. Après la mort de Joseph Staline, Vassili fut purgé, accusé, effacé de la scène publique, et avec lui, son fils fut emporté dans une vie de déménagement, de maison, où il ne restait jamais plus de quelques mois, de tuteurs qui allaient et venaient,
et d'une belle-mère qui le battait lorsque personne ne regardait. Sa mère biologique n'était pas là. Elle ne revint jamais. Ce dont il se souvenait d'elle étaient des images fragmentées, sans aucune conversation complète. À 7 ans, il fut arraché à cette maison sans avertissement ni adieu, et envoyé dans une famille qui ne savait pas si elle l'accueillait comme une punition ou comme une protection. Personne ne lui expliqua rien. Ce qu'il comprit, c'est que son nom était quelque chose qu'il ne devait pas prononcer. À l'école, pendant que les autres récitaient des vers patriotiques, lui apprenait à lire les gestes des adultes qui en disaient plus que les mots, à repérer quand une phrase était dangereuse et à se taire lorsque la conversation tournait autour de son arbre généalogique. Le nom de Staline n'était plus seulement un mot, c'était une alarme. Le théâtre apparut comme un refuge. Il n'avait pas besoin de lignée, juste de la discipline, de la patience et de l'écoute. Alexander se forma en imitant les grands, en notant chaque mouvement de scène, chaque pose efficace, chaque geste qui modifiait le ton d'une pièce sans la briser. Il n'improvisait jamais, il répétait, il s'entraînait, il peaufinait, il devenait obsédé par le fait que tout coule, non par perfectionnisme esthétique, mais parce qu'il ne supportait pas ce qui semblait forcé. Lorsqu'il commença à diriger officiellement, il choisit des textes complexes, des histoires avec des personnages brisés, des pièces où personne n'était ni héros ni victime. Il aimait les silences longs, les gestes subtils, les blessures non nommées mais visibles. Certains disaient que ces pièces étaient trop denses, d'autres qu'elles ne laissaient pas de place à l'erreur. Lui ne discutait pas, il se contentait de corriger. La seule exception à cette réserve fut sa relation avec Svetlana Alliluyeva, sa tante, la fille du dictateur, qui elle aussi avait échappé à ce nom. Ils marchaient ensemble dans des rues peu fréquentées, parlaient de livres, d'enfance, de la manière dont les souvenirs déforment tout. Ils ne mentionnèrent jamais Joseph. Ce n'était pas nécessaire. Dans ce silence partagé, il y avait tout ce qu'ils ne voulèrent pas expliquer. Au théâtre, ses assistants savaient que si une scène ne fonctionnait pas, Alexander s'asseyait en silence, restait immobile un moment, puis demandait à ce que l'on recommence sans élever la voix. Parfois, il laissait des notes précises. Baisse la lumière de 2 points. Fais une pause avant le soupir. Déplace la chaise de 3 pas vers la gauche. Il ne disait jamais « Irina Gorbacheva, la médecin qui a pris soin de son père jusqu'à la fin ». Irina sortit de l'hôpital sans rien dire, les papiers à la main et le regard fixé sur le sol. Il venait de terminer une nouvelle révision pour Raïsa, sa mère, et bien que le rapport ne fût pas le pire, ils parlèrent déjà de traitements continus et de cycles prolongés. C'était en 1998, et depuis des mois, tout tournait autour de ces rapports médicaux qui arrivaient chaque semaine d'Allemagne. Mikhail Gorbatchev continuait ses voyages, ses interviews, ses conférences. Mais c'était Irina qui s'occupait de tout le reste, des transferts aux horaires, sans que personne ne le lui demande. Elle le faisait parce qu'elle savait comment tout fonctionnait de l'intérieur, parce qu'elle connaissait les hôpitaux et savait à quelle porte frapper sans se laisser enliser dans la bureaucratie. Elle avait étudié la médecine, se spécialisant en endocrinologie et avait travaillé pendant des années entre cliniques, universités et gardes. Elle n'a jamais cherché à être sous les projecteurs. Elle ne donnait pas d'interviews, ne participait pas aux événements officiels et ne parlait jamais aux médias. Tandis que beaucoup de filles de dirigeants s'installaient dans des postes publics, elle préférait continuer sa routine de gardes et de cours. Elle s'était mariée jeune, avait 2 filles, Ksenia et Anastasia, et menait une vie tranquille, organisée, sans perturbation. Parfois, son père l'appelait pour revoir des rapports, traduire des textes ou l'aider avec l'agenda. Elle le faisait sans caméra, sans photo, sans protocole. Puis elle retournait à sa routine comme si de rien n'était. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Irina fut l'une des rares à rester proche, non pas en tant que figure politique, mais comme membre de son cercle immédiat. Ils se parlaient en toute confiance. Parfois, il revenait sur des décisions passées, sans reproche. Il expliquait ce qui se cachait derrière certaines réformes. Elle écoutait, posait des questions, corrigeait des noms, marquait des titres dans les journaux, découpait des articles. Elle gérait aussi des appels, organisait des visites, répondait à des lettres qui arrivaient sans cesse. Lorsque Raïsa fut diagnostiquée avec une leucémie, Irina prit en charge tout. Elle emmena sa mère dans des cliniques spécialisées, demanda l'avis de différentes équipes, organisa les médicaments, vérifia chaque protocole.
Elle dormait sur un lit de camp dans l'hôpital, passait ses nuits à lire des études et à prendre des notes qui pourraient être utiles plus tard. Gorbatchev était épuisé. Il sortait le minimum, parlait peu. Irina le couvrait sur tous les aspects, pratiques, émotionnels et logistiques. Quand Raïssa mourut, c'est Irina qui organisa tout, le transfert, les vêtements, les formalités, les bouquets, sans dramatisation, sans discours, comme si elle l'avait déjà fait 1000 fois. Avec le temps, la fondation Gorbatchev devint sa nouvelle routine. Elle n'avait pas de titre pompeux. Elle était vice-présidente, mais en pratique, c'était elle qui ouvrait le bureau, vérifiait les emails, archivait les documents, corrigeait les textes, coordonnait les réunions. Elle ne cherchait pas le centre de l'attention, mais était derrière chaque événement, chaque conférence, chaque contact avec l'étranger. Lors d'un voyage en Italie, elle organisa tout l'agenda avec une précision que les organisateurs se rappellent encore. Tandis que son père se consacrait à recevoir des prix et à donner des conférences, Irina s'assurait que tout se passait comme prévu. Chez elle, il n'y avait ni médailles, ni bustes, ni portraits officiels accrochés. Elle gardait des photos de famille, un carnet avec des notes de Raïssa et un exemplaire de Le Journal d'Anne Frank rempli de marques. Ksenia, sa fille aînée, travaillait dans le domaine culturel. Anastasia, la cadette, était architecte. Aucune d'entre elles n'utilisait le nom comme un passeport. Irina leur avait bien fait comprendre depuis leur enfance que le nom pouvait être lourd, mais qu'il ne servait pas à ouvrir des portes sans conséquence. En 2011, lors de l'hommage pour les 80 ans de son père, Irina parla en public pour la première fois. Elle n'avait pas de papier. Elle remercia les présents, rappela que le nom Gorbatchev suscitait autant de respect que de malaise, et demanda que l'histoire du XXe siècle soit lue sans applaudissements ni condamnation. Il n'y eut pas de longue ovation. Elle ne l'attendait pas. Au cours des années suivantes, elle continua comme toujours. Parfois, elle était invitée à des événements sur la santé ou les droits civils. Si elle acceptait, c'était pour parler de ce qu'elle connaissait. Gestion, soins, archivage, pas de politique. Elle n'a jamais cherché de poste. Elle n'a jamais accepté de proposition de parti. Elle n'a jamais voulu prendre la tête de quoi que ce soit. Elle allait, parlait, revenait. Lorsque Gorbatchev commença à se détériorer, Irina répéta ce qu'elle avait déjà fait avec sa mère. Elle préparait les rapports médicaux, organisait les visites, parlait avec des médecins russes et étrangers. Pendant les derniers mois, elle resta toujours proche. Elle parlait peu. Elle répondait seulement lorsqu'il le demandait. Elle continuait à prendre des notes dans le même carnet. Lorsqu'il mourut, c'est elle qui signa les papiers, qui organisa les adieux, qui reçut les visiteurs. Aujourd'hui, elle vit toujours à Moscou. Elle s'occupe des affaires de la Fondation, répond aux questions des historiens, vérifie des manuscrits, conserve des archives. Elle ne passe pas à la télévision, ne participe pas aux débats, ne fait pas de déclarations sur le gouvernement ni sur l'actualité. Elle garde son bureau comme il était, avec les livres dans le même ordre et les documents classifiés. Dans l'un des tiroirs, il y a une lettre manuscrite de Gorbatchev adressée à elle. Irina l'a lue une fois. Elle ne l'a pas montrée. Et elle n'a pas l'intention de le faire. Tatiana Yumasheva, la stratège qui écrivit la dernière phrase du siècle soviétique. Tatiana entrait au Kremlin sans montrer de pièce d'identité, traversant les couloirs comme s'ils faisaient partie de son jardin et ne s'arrêtait pas pour saluer qui que ce soit, car tout le monde savait déjà qui elle était. Il n'était pas nécessaire de la présenter ni de l'annoncer. Elle portait un petit sac, un carnet rempli de notes et un téléphone qui sonnait chaque fois que son père avait besoin de quelque chose. Depuis le milieu des années 90, elle n'avait ni rang officiel, ni bureau avec plaque, mais elle était partout, dans les réunions, dans les décisions, dans les corrections des discours que son père lisait ensuite en public, comme s'ils étaient les siens. Elle n'apparaissait pas dans la structure du gouvernement, ne figurait dans aucun organigramme, ne parlait pas à la presse, mais les ministres et conseillers la consultaient comme si elle était chef de cabinet. Pendant la campagne de 1996, lorsque les sondages étaient au plus bas et que le président Eltsine semblait plus proche de la démission que de la victoire, c'est elle qui soutint l'intégralité du plan. Elle réunit les conseillers, amena des consultants en images, valida les phrases du nouveau discours, organisa la stratégie pour présenter son père comme le seul frein au retour du communisme. Tout passait par ses mains. Elle ne signait rien, mais tout ce qui était important finissait par être révisé par elle.
Après les élections, son rôle cessa d'être silencieux. Elle ne changea pas de statut, ne demanda aucune reconnaissance. Elle continua simplement à travailler. Elle coordonnait avec les ministres, parlait avec les hommes d'affaires, s'asseyait avec les responsables des médias et décidait des horaires, des audiences, des messages. Son lien avec Boris Berezovsky fut déterminant pour contrôler les chaînes de télévision, et sa confiance en Anatoly Choubaïs permit de définir les nouveaux postes au sein du gouvernement sans provoquer de conflits internes. Elle passait en revue les dossiers, marquait des paragraphes, rayait des lignes, corrigeait des dates, le tout depuis son téléphone. Elle ne donnait pas d'ordre, mais personne n'osait désobéir à ses suggestions. Lorsque la santé d'Eltsine commença à se détériorer sérieusement, en pleine crise économique de 1998, c'est Tatiana qui prit en charge tout. Elle avait les chiffres médicaux notés dans un carnet, connaissait les niveaux de pression artérielle, les traitements, les contre-indications, les dates critiques. Elle contrôlait le calendrier pour éviter que des réunions ne coïncident avec les jours où son père ne pouvait même pas se tenir debout. Pendant les semaines les plus difficiles, elle dormait au Kremlin, dans une chambre improvisée à côté du bureau présidentiel, juste pour s'assurer qu'aucune information ne fuitait. Au milieu de tout cela, elle se maria avec Valentin Youmachev, un journaliste qui connaissait les couloirs du pouvoir aussi bien qu'elle. Il avait été rédacteur de discours, puis chef de cabinet, et enfin il devint le lien informel entre la présidence et les médias. Ensemble, ils formaient le noyau dur qui prenait les décisions lorsque le président n'était pas en état. Les ministres les appelaient « la famille », sans sarcasme. Ils coordonnaient avec les oligarques, rédigèrent des réponses, analysaient les mouvements internes, négocièrent des postes. Personne ne pouvait bouger une pièce sans les en informer au préalable. En 1999, alors que la fin du mandat approchait et que personne ne doutait plus qu'Eltsine n'irait pas au bout avec force, Tatiana participa directement à la sélection de son successeur. Ils écartèrent plusieurs noms avant d'arriver à un que peu connaissaient, Vladimir Poutine. Il avait de l'expérience, venait du cercle de la sécurité, avait fait ses preuves à Saint-Pétersbourg et ne suscitait pas de soupçons parmi les groupes les plus conservateurs. À Tatiana, il lui sembla être la personne la plus contrôlable. Elle participa à la préparation de l'annonce, lut les brouillons, ajusta les phrases. Chaque ligne qu'Eltsine prononça en public était passée par son carnet au préalable. Le 31 décembre de cette année-là, Eltsine se leva avec le texte le plus important de sa vie devant la caméra. Le message marquant sa sortie du pouvoir était déjà écrit. Tatiana lui en avait fait la révision la veille au soir, mot à mot. Quelques minutes avant l'enregistrement, elle lui ajusta la veste, lui indiqua les points clés, lui conseilla de lire lentement. Puis elle sortit, resta à regarder le moniteur, et lorsque tout fut terminé, éteignit l'appareil et demanda que la vidéo soit envoyée directement à la chaîne d'État. Ainsi prit fin la présidence. Après la démission, ils allèrent des vivres en dehors de Moscou. Une maison tranquille, sans visite constante. Pendant un certain temps, Poutine les appela, les invita à des événements protocolaires, maintint la courtoisie. Mais les contacts se firent de plus en plus rares. Tatiana cessa de participer aux réunions, n'occupa plus de poste, n'accepta aucune proposition ni commission. Elle se consacra à sa fille, aux archives de son père, aux livres. Son mari se détourna aussi progressivement du gouvernement jusqu'en 2022, lorsqu'il cessa toute collaboration officielle. Dans les années suivantes, elle écrivit quelques articles, répondit à des interviews ponctuelles et participa à des forums sur la mémoire politique. Elle défendait ce qu'ils avaient fait, expliquait les décisions, reconnaissait qu'il y avait eu des erreurs, mais ne regrettait rien. Elle disait que son rôle n'avait pas été recherché, qu'elle avait été là parce que personne d'autre ne pouvait faire ce travail. Elle répondait sans détour lorsqu'on lui posait des questions sur les oligarques, les privatisations, les guerres internes. Elle ne les excusait pas. Elle expliquait simplement le contexte. Aujourd'hui, elle vit toujours à Moscou. Elle n'apparaît pas à la télévision, ne fait pas partie du gouvernement, ne commente pas l'actualité. Elle maintient la fondation Eltsine en activité, organise des conférences sur la transition, veille sur les archives personnelles de son père et garde contact avec quelques hommes politiques européens de l'époque. Sur son bureau, elle garde des lettres manuscrites d'Eltsine, quelques photos et un dossier bleu où se trouve le premier brouillon du discours de démission. Celui qu'elle écrivit avec son père cette nuit d'hiver. Il est toujours là, plié, sans date.
Et personne d'autre ne l'a vue. Chris Evans, la petite fille de Staline. Chris entra dans le magasin avec son sac à dos suspendu à l'épaule, salue brièvement la propriétaire et se dirige directement vers l'arrière, où se trouvent les cartons non ouverts. C'était un travail de plus, sans rien de particulier, mais cela lui permettait de payer ses cours et d'avoir une routine. Dans cette boutique d'artisanat de l'ouest des États-Unis, la petite fille de Staline passait inaperçue. Personne ne la regardait deux fois. Ni les clients, ni les fournisseurs, ni les curieux qui, quelques années auparavant, cherchaient encore des indices sur sa mère. Elle parlait peu, utilisait son nom actuel et ne faisait aucune précision. Chris Evans, tel était son nom. Elle était née en 1971 en Californie, fille de Svetlana Alliluyeva et de l'architecte Wesley Peters. Depuis toujours, elle utilisait d'autres noms. Son enfance avait été un mélange entre l'héritage soviétique et américain, sans racines stables. Sa mère avait fui le régime le plus hermétique du monde, et son père appartenait à la famille politique de Frank Lloyd Wright. Dans ce contexte, Chris grandit avec un caractère difficile à classer, une voix qu'elle mit du temps à affirmer, et une vie qui se redessinait à chaque fois que sa mère sentait qu'il était nécessaire de tout recommencer. Les premières années, ils vécurent dans plusieurs villes, avec peu de ressources et des horaires désordonnés. Elle alla dans des écoles catholiques sans être baptisée. Dès le début, elle sentit la distance avec les autres. Cela se remarquait dans les regards, les gestes, dans les maîtresses qui l'éloignaient de la classe pendant les cérémonies. À l'école Stuart, dans le New Jersey, cela devint encore plus marqué. Avec une autre fille polonaise et une autre juive, elles formaient un groupe à part. Leur participation était restreinte, des règles leur étaient imposées, et on leur rappelait constamment qu'elles n'appartenaient pas totalement à l'endroit. Lorsque Chris demanda si elle pouvait se convertir au catholicisme, sa mère lui répondit qu'elle avait déjà été baptisée dans l'église orthodoxe russe et qu'il n'était pas nécessaire de le refaire. Peu de temps après, Chris annonça qu'elle ne voulait plus porter le nom d'Olga. Et depuis ce jour-là, personne ne l'appela ainsi. La vie avec sa mère n'a jamais été facile. Svetlana avait laissé derrière elle tout un pays, mais restait stricte, obsessionnelle, peu flexible. Elle ne criait pas, mais imposait sa volonté avec une fermeté qui emplissait la maison. Chris, en revanche, était impulsive, sensible, plus libre. Un jour, à 10 ans, elle laissa une note dans la cuisine et s'en alla à pied jusqu'à la station de bus. Elle écrivit à sa mère qu'elle l'attendait là, qu'elle avait besoin de partir. Svetlana sortit à sa recherche, en peignoir, décoiffée et sans chaussures. Un voisin la trouva en train d'acheter un carnet et la ramena à la maison. Elle revint avec un bouquet de fleurs et s'excusa. Elle ne s'enfuit plus mais se referma sur elle-même. Elle parlait peu. Elle se replia sur ses pensées et cessa de partager ce qu'elle ressentait. Elle termina le lycée sans grand intérêt pour les universités prestigieuses. Elle rejeta Princeton, écartant tout ce que sa mère considérait comme important. Elle s'inscrivit à des cours isolés, design, comptabilité, gestion commerciale. Rien de long, rien de brillant. Elle cherchait l'indépendance, mais sans exposition. Ils vécurent un temps à Spring Green, dans le Wisconsin, près de Taliesin. Une maison entourée d'arbres, silencieuse, parfaite pour Svetlana. Pour Chris, c'était juste une autre étape. Elle travailla dans des magasins, des supermarchés, des centres communautaires. Des emplois modestes, avec des horaires fixes, sans appels mystérieux, ni questions sur le passé. Ensuite, elle se déplaça de ville en ville. Elle passa par New York, par des petites villes du Midwest, dans des endroits où personne ne la reconnaissait. Parfois, elle utilisait le nom de Peters, parfois celui d'Evans, toujours en s'assurant que personne ne la reliait à Alliluyeva ou à Staline. Dans une conversation avec une amie, elle révéla que, pendant son adolescence, elle ne savait pas qui était son grand-père. Elle avait entendu son nom, l'avait vu dans des livres ou à la télévision, mais elle ne le reliait pas à son histoire personnelle. Sa mère évoquait rarement le passé, et quand elle le faisait, c'était avec des phrases brèves, sans émotion. La dernière période ensemble fut la plus tendue. Svetlana accumulait des problèmes de santé, devenait plus anxieuse, plus imprévisible. Chris essayait de maintenir une routine stable. Elle avait un partenaire, un emploi tranquille, des horaires organisés. Elle aidait quand c'était nécessaire, mais préférait rester à l'écart. Lorsque sa mère mourut en 2011, elle organisa l'essentiel. Elle reçut les cendres, se retire chez elle et garda l'urne sans note, sans cadre, sans étiquette. Le souvenir resta contenu, hors de la vue. Aujourd'hui,
Elle vit toujours aux États-Unis. Elle a des études techniques en administration, gère de petites entreprises, évite la politique et n'apparaît pas dans des forums publics. Personne n'a tourné de documentaire sur elle, ni ne circule des mémoires signées. Il y a peu de photos d'elle sur Internet. Ceux qui l'ont vue la décrivent avec un regard sérieux, des gestes sobres et un calme qui désactive toute curiosité. Lorsque quelqu'un mentionne le nom de Staline dans une conversation, elle change de sujet sans hâte. Alors que d'autres héritiers de figures historiques ont choisi la visibilité, les postes ou les plateformes, Kress a pris la direction opposée. Elle a changé de nom, de ville, de métier. Elle s'est effacée sans conflit. Dans les documents officiels, elle n'apparaît plus comme la fille de Svetlana. Dans les recherches, seuls quelques indices subsistent. Son histoire est restée entre déménagement, emploi commun et une décision personnelle qu'elle a traînée depuis son enfance. Vivre sans que personne ne puisse la suivre. Il n'y a pas de manuel pour naître avec un nom qui porte un tel poids historique, ni de moyen facile de grandir en sachant que ce que tu as fait ou pas fait ne comptera jamais autant que d'où tu viens. Car quand on est dans une famille qui a été impliquée dans les lieux les plus lourds du pouvoir, peu importe si tu choisis de partir, de te taire, de travailler dans l'ombre ou simplement de vivre comme n'importe qui d'autre, il y aura toujours quelqu'un pour te regarder bizarrement, pour te poser une question gênante, pour te rappeler ce que tu n'as même pas vécu. Et bien que beaucoup aient essayé de suivre leur propre chemin sans scandale ni discours, la vérité est que ce passé ne s'efface pas, il ne se cache pas, il ne se lâche pas, il reste là, comme une marque invisible qui t'accompagne dans chaque décision, à chaque croisement, dans chaque chose que tu fais ou que tu choisis de ne pas faire. Et c'est pour cela qu'au final, ce qui est le plus surprenant, ce n'est pas ce qu'ils ont fait du pouvoir qu'ils n'ont jamais demandé, mais comment ils ont réussi à vivre en portant tout ce qu'ils ont hérité sans avoir eu la possibilité de choisir quoi que ce soit.